Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le savez, chaque mois, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, bien sûr, pour nous accompagner, Alain Denisot. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Aujourd'hui, ensemble, on parle d'économie et de philanthropie. Gros sujet. Vous faites rimer philanthropie et économie. On va voir ça dans un instant. Oui. Et la question de l'internaute La question de l'internaute sera sur les puits de carbone. Que sont les puits de carbone ? Ce sera dans un instant. Nous nous penchons aussi sur le pacte mondial des Nations Unies qui veut entraîner les entreprises à construire un futur durable. Le Réseau France est chargé de promouvoir la démarche avec des entreprises ambassadrices, notamment chez nous en Isère. À la rubrique innovation, l'envol de 2 jeunes talents des cités. Avec leur application Contact, ils viennent en aide aux entreprises dans l'organisation de leurs plans de secours et d'évacuation d'urgence. Enfin, qui a dit que la presse papier était morte ? Focus sur le magazine vitrine de nos stations de montagne. Avec ses 13 éditions, Altus séduit les annonceurs et les lecteurs. Ils sont 1,5 million chaque année. Pour Altus, la gratuité n'empêche pas la valeur. Découverte dans un instant de ce titre qui vient d'arriver dans l'Oisans. Donc aujourd'hui, vous faites rimer économie et philanthropie. Il y a en France plus de 5000 structures philanthropiques actives et ce chiffre a doublé ces 10 dernières années. On pense évidemment aux fondations qui peuvent être de plusieurs types. Oui, il y a un vrai engagement dans notre pays pour la philanthropie et l'accompagnement finalement des sujets les plus difficiles, les plus délicats. Et les fondations dans le dispositif occupent une place importante. Mais ce qu'on ne sait pas forcément bien, c'est qu'il y a plusieurs typologies de fondations. Il y a d'abord les fondations qu'on va appeler fêtières, les fondations reconnues d'utilité publique, qui sont agréées par décret, qui ont des règles très strictes de gouvernance, qui peuvent abriter d'autres fondations, on le verra ensuite. Et leur nombre est relativement stable, puisqu'on a environ 650 fondations de ce type, fondations d'utilité publique. On peut citer la Fondation Abbé Pierre, la Fondation de France, qui est la plus connue, mais aussi l'Institut Pasteur, qui est géré sous forme d'une fondation, la Croix-Rouge, la FACIM en Savoie, la Fondation pour l'art et la culture en milieu de montagne. Donc voilà, donc on a tout un écosystème de grandes fondations qui sont agréées. Mais ce n'est pas le seul système, puisqu'en fait ces fondations peuvent abriter d'autres fondations qui, elles, ne répondent pas aux mêmes critères très stricts, qui sont des fondations dites abritées, pas une fondation abritante. Alors assez souvent, ce sont des fondations d'entreprise ou qui ont des structures plus légères. Et donc la fondation abritante, donc la fondation mère en quelque sorte, va s'occuper de toutes les démarches juridiques, institutionnelles, d'éthique, d'appel à l'épargne, pour permettre à des fondations plus légères de poursuivre des buts spécifiques à l'origine de la volonté des fondateurs. Et puis ensuite, en se rapprochant plus de l'économie, on a les fondations d'entreprise. Alors les fondations abritées, il y en a 1600 en France. Donc 600, environ 650 fondations d'utilité publique, 1600 fondations abritées. Les fondations d'entreprise, il y en a 470 à peu près. Donc c'est des fondations qui sont créées à l'initiative des entreprises ou de groupes d'entreprises qui ne peuvent être abondées que par l'entreprise, ses collaborateurs ou son actionnariat, et qui visent aussi à poursuivre des missions philanthropiques. Et puis un dernier véhicule qui est peut-être le plus léger, c'est le fonds de dotation. Donc il y a plus de 2000 fonds de dotation en France qui peut poursuivre les mêmes objectifs qu'une fondation d'entreprise avec une structure juridique plus légère. Le montant minimum d'engagement est beaucoup plus faible, puisque 150 000 pour une fondation d'entreprise sur 5 ans, c'est 15 000 euros pour un fonds de dotation, mais qui peut avoir les mêmes objectifs philanthropiques dans son objet. Donc tout ceci fait un écosystème, et cet écosystème par an, c'est 12 milliards de philanthropie
initiés directement par les entreprises ou non, puisque les grandes fondations, type Fondation de France, sont beaucoup alimentées soit par des dons, soit par des legs. Dans quel domaine elles interviennent? L'insertion, le handicap, l'aide aux plus hautes difficultés, des domaines bien sûr prioritaires, puis des domaines qui ont émergé ces dernières années, l'aide internationale, l'aide alimentaire et puis l'aide médicale, beaucoup. Donc ça représente dans notre économie, en s'appuyant sur un système juridique et fiscal assez efficace, parce que vous savez que les dons aux fondations sont déductibles, à la fois des impôts sur le revenu, mais aussi d'autres types d'impôts, et pour les entreprises bénéficient d'un impôt allégé, en font des acteurs finalement de la vie publique, tout simplement. Bon, puis il y a aussi le mécénat, qui peut être aussi un peu de philanthropie. Oui, alors les entreprises, plutôt les plus petites entreprises qui n'ont pas d'outils finalement de philanthropie, comme un fonds de dotation ou une fondation d'entreprise, font aussi du mécénat en direct. On a en France plus de 100 000 entreprises qui font du mécénat en direct, sur des montants qui sont très hétérogènes. Ça peut être de quelques centaines, voire milliers d'euros à plusieurs millions d'euros. Et donc ce mécénat d'entreprise, en dehors de ce qui est fait par les fondations, représente 2 milliards, 2 milliards et demi par an, donc qui viennent compléter le dispositif des fondations. Donc on arrive quasiment à 15 milliards d'euros de dons. Et c'est globalement les mêmes domaines qui sont couverts. L'insertion, le handicap, l'accompagnement des plus fragiles, et puis bien évidemment tous les autres sujets internationaux et alimentaires et médicaux. En septembre 2022, on a beaucoup parlé du fondateur de Patagonia, oui, qui a légué son entreprise à un fonds de protection de la nature et de la biodiversité. Tout à fait. C'est fréquent? C'est pas très fréquent. Il y a une trentaine d'entreprises qui sont sous ce régime-là de léguer l'entreprise finalement à une fondation qui va s'assurer de sa gestion et de ses orientations stratégiques dans le long terme pour garder finalement ce qui fait spécifiquement pour Patagonia l'ADN de l'entreprise, son engagement. La première entreprise qui a basculé dans ce domaine-là, dans cette organisation-là, c'est l'entreprise Pierre Fabre en 2008, pour à l'époque 1,7 milliard d'euros, je crois, et elle avait, je crois, 10 000 salariés. Donc mais c'est un modèle qui est beaucoup plus développé dans on va dire, les pays de culture un peu nordique ou anglo-saxonne, aux États-Unis, en Europe du Nord. Carlsberg, par exemple, a une partie de son capital qui est détenue par une fondation. Et puis pas très loin de chez nous, chez nos amis suisses, Rolex est détenu par une fondation. Ah oui. Voilà. On couvre un champ très large d'activités. Bon, puis les particuliers peuvent aussi faire de la philanthropie et nourrir un système économique. Tout à fait. Alors, les particuliers sont des donateurs. Alors, ce qu'on constate sur les particuliers, c'est que on a un socle en fait de particuliers donateurs, qu'ils soient fiscalisés ou pas. C'est environ 12-13% des personnes fiscalisées qui ne payent ou pas de l'impôt, je veux dire. Ce socle reste relativement stable, mais avec pour une petite décroissance. Ça ne se renouvelle pas naturellement. Mais en même temps, les montants donnés augmentent. Donc globalement, les montants de mécénat, les donations par les particuliers, souvent à l'occasion des fins d'année, quand on commence à réfléchir un petit peu à sa fiscalité aussi, augmentent. Et le montant moyen est passé en quelques années de 450 euros à presque 600 euros, avec un effet, on va dire, de pic pendant le Covid, où à la fois il y avait des besoins, notamment médicaux. Je crois qu'on a tous donné à des structures plus ou moins proches du médical. Et puis, en fait, les gens ne dépensaient pas. Donc, ils avaient une capacité de don qui était plus importante. Donc, ça fonctionne bien aussi. Et puis, il y a un petit dispositif qui a été mis en place par les entreprises plutôt de nature commerçante, qui est l'arrondi. Et parfois, on vous dit... à la caisse. Voilà, l'arrondi à la caisse, voilà. Et cet arrondi à la caisse, c'est beaucoup de dons. C'est beaucoup de dons, je crois, 28 millions de dons en 2022. Ça fait beaucoup de quelques centimes. Voilà, ça fait quelques centimes pour 8 millions d'euros. Voilà. Ouais. Donc on n'est quand même pas sur la même ordre de grandeur, mais bon, ça peut contribuer, ça peut aider. Donc on a un système en France qui est assez complet, qui est fiscalement et juridiquement assez protégé et fiscalement assez attractif pour finalement nourrir ces presque 15 milliards par an de contributions à la philanthropie. Voilà pour la philanthropie et l'économie. Merci Alain pour ce zoom sur le rôle de certaines entreprises en matière de générosité et d'engagement. Je rappelle ce chiffre, près de 650 fondations reconnues d'utilité publique, près de 500 fondations d'entreprises. En Isère, on aurait pu citer Petzel à Crolles, Artelia à Échirolles, on aurait pu citer Glénat, Samsé à Grenoble. Caisse d'épargne en Alpes. Ou la Caisse d'épargne en Alpes. 哦。
On en vient du coup à ces ODD. Est-ce que vous connaissez les ODD? Comprenez les objectifs de développement durable. Contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, elles ne concernent pas seulement les questions d'environnement, mais aussi de bien-être, d'égalité au travail, de consommation responsable, de promotion de l'éducation et des apprentissages, etc., etc. En tout, 17 grands objectifs ont été adoptés par les Nations Unies et portés par le Pacte mondial Réseau France, dont nous recevons la secrétaire Laurence Capossel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Jean Souchal. Bonjour Jean. Bonjour. Président du conseil de surveillance de POMA. Le Pacte mondial des Nations Unies, il vise à promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises, cette fameuse RSE dont on parle souvent ici. Oui, en effet, et le pacte mondial a été lancé par Kofi Annan il y a un peu plus de 23 ans maintenant en arrière. Kofi Annan, bon, tout le monde connaît Kofi Annan, et Kofi Annan avait une vision, je vais dire, il était très précurseur puisqu'il disait qu'il fallait rendre au monde des affaires, à la mondialisation, un visage humain. Et à cette époque, il a rassemblé les dirigeants des pays en disant il faut qu'on travaille vraiment au niveau économique, il faut embarquer les entreprises avec nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça qu'a été créé donc, le Global Compact. Donc on dépend directement de l'ONU. C'était au début des années 2000? Exactement, c'était au début des années 2000. Il y a plus de 23 ans, après Jacques Chirac a saisi la balle au bond. Alors exactement, il y a une vingtaine d'années, donc Jacques Chirac, effectivement, a lancé, alors on va fêter nos 20 ans ce printemps, et Jacques Chirac a rassembler les dirigeants des grands groupes français, plus des dirigeants aussi de TI, et ils ont lancé le Global Compact. À l'époque, on s'appelait on s'appelait le Global Compact. On vient de changer de nom. Maintenant, on s'appelle le Pacte mondial Réseau France. Le Pacte mondial qui est plus facile à comprendre. Voilà. Oui. Le Pacte mondial Réseau France, donc, qui a été lancé il y a 20 ans à l'Élysée. Par Jacques Chirac. Et aujourd'hui, les chiffres sont impressionnants. Hein. C'est quoi, 19 000 entreprises? Alors, il y a près de 20 000 entreprises dans le monde qui adhèrent. On est présent dans plus de 168 pays. Et en France, nous sommes plus de 1850 entreprises donc adhérentes. Avec des réseaux, hein. On vient effectivement, ça fait 2 ans que nous ouvrons des réseaux dans les régions de France, donc des cercles. Effectivement, on vient de lancer le cercle grenoblois. Alors, ce ne sont pas des cercles où on fait des affaires, ce sont des cercles où on vient s'engager et apprendre à s'engager pour ces fameuses ODD, ces fameux objectifs. Effectivement, alors ce n'est pas du tout un cercle d'affaires, comme vous le dites. On ne vient pas pour y faire du business, on vient vraiment pour échanger sur nos bonnes pratiques ou parce qu'il y a des entreprises qui sont avancées sur ces questions et il y a des entreprises qui ont besoin d'apprendre. Donc c'est vraiment un échange. Au Pacte mondial, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes le seul organisme RSE mondial. Nous sommes le plus ancien organisme. On a 23 ans d'existence, donc c'est vraiment des questions qu'on connaît. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on y retrouve autant des grandes entreprises que des ETI, des PME et aussi des TPE. On est ouvert aussi aux TPE. Donc, il y a des entreprises qui sont avancées, il y a des entreprises qui ont besoin d'apprendre. On travaille tous ensemble et on travaille autant sur, effectivement, comment se performer, mais aussi parfois sur des questions qui ont besoin peut-être d'être remontées auprès des ministères, etc., pour progresser. Oui, donc des entreprises de toute taille. Alors bon, ici on aurait pu citer Schneider, Rossignol, EDF, mais vous le disiez, aussi des TPE. Et aussi des TPE, bien sûr. C'est ouvert à tout le monde. Donc ce pacte se base sur 10 grands principes et 17 objectifs, ces fameux ODD. Voilà. Alors, déjà, il y a ces 10 principes relatifs aux droits de l'homme, aux règles internationales du travail, agir pour l'environnement et lutter contre la corruption. Alors déjà, quand on adhère au pacte, on sait qu'il va falloir travailler sur les 10 principes relatifs à ces 4 engagements qui sont très très forts. Et effectivement, il y a en plus les 17 objectifs de développement durable qui ont maintenant 7 ans et qui nous guident. C'est un vrai guide. Alors c'est un guide... Alors là, à nouveau, j'aime le dire, c'est vraiment un guide international puisque dans le monde entier, ils existent. Toutes les entreprises peuvent les prendre.
Et c'est un guide pour atteindre effectivement, comme on dit, l'objectif 2030. Comment réduire la pollution, comment réduire le réchauffement climatique, mais aussi comment lutter contre la pauvreté, comment ne plus avoir de faim, que tout le monde puisse manger à sa faim, avoir une éducation de qualité, etc. C'est ça, ce développement durable, c'est pas uniquement, c'est ce que je disais en introduction, cette notion d'environnement. C'est aussi de l'altruisme, du bien-être, du bien vivre au travail. Le développement durable, c'est autant l'environnement que les humains. Et effectivement, souvent, les personnes, quand on pose la question « qu'est-ce que le développement durable ?», on nous répond « environnement, la planète, etc. » Non, il y a vraiment l'humain. Et quand on regarde les 17 ODD, les premières ODD traitent de l'humain. Oui, pas de pauvreté, c'est le numéro 1. La zéro faim dans le monde, pour lutter contre la malnutrition, la bonne santé et le bien-être. Voilà quelques premiers objectifs. On va comprendre avec l'exemple de Poma qui est engagé, Jean Souchal, dans cette démarche, dans ce pacte mondial. Bon, Poma, leader mondial du transport par câble, qu'on connaît bien. Pourquoi s'être engagé dans ce pacte mondial et sur quel point précis ? En fait... Quand on essaie de se retourner sur ces dernières années, avec les changements de génération, je pense que ce qui est important pour un leader d'entreprise, c'est d'arriver à donner du sens à ce qu'on fait et d'être capable, en tout cas, d'inspirer, y compris ses collaborateurs, sur des vrais projets d'entreprise. Et ce qui est intéressant, donc oui, la RSE, ça a une vingtaine d'années. Je crois maintenant, on sait de quoi on parle quand on parle de RSE. Il y a encore quelques années, ce n'était pas simple. Et ce qui nous a paru important chez Poma à un moment donné, c'est vraiment de mettre dans nos feuilles de route finalement des choses concrètes, de manière à ce que quand on a des projets, on sait ce qu'on va faire. Et le Global Compact, le pacte mondial aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui a été réfléchi et qui a cette vision internationale aussi des différents besoins. Alors chez Poma, ça sonnait évidemment très fort, puisqu'on a 3/4 de notre activité à l'export. Très étonnamment d'ailleurs, c'est en Colombie, sur nos actions qu'on a fait à Medellín, en mettant ces télécabines urbaines au centre de ces villes un peu particulières, où il y a eu une adhésion, la première adhésion du groupe Poma, elle a été faite par la filiale colombienne, Poma Colombia. Donc ça nous a encore poussé un peu plus à voir comment on pouvait avancer sur ces choses-là. Et ce qui est vraiment extraordinaire, je crois que c'est arriver à structurer au sein de la gouvernance d'une entreprise, en tout cas une vraie méthode, ces 17 objectifs de développement durable, ces ODD dont on est en train de parler, c'est une aide vraiment très précieuse pour être efficace dès le début sur nos plans de développement. Alors il faut rappeler que le métro-câble Poma à Medellín, il a permis de désenclaver des quartiers très pauvres, notamment, du coup on comprend mieux le déclic. Oui, et l'humain, c'est ce que Laurence rappelait, l'humain, pour Poma et pour un certain nombre d'entre nous, était très important. Et le projet vraiment initial qu'il y a eu avec Poma Colombia, c'était de voir comment on pouvait, 1 an, 2 ans avant l'ouverture des appareils, attirer toute la population qui allait être desservie dans la vie économique de sa ville. C'est-à-dire qu'on s'est mis, il y a Olga qui nous a rejoints, s'est mis à travailler pour nous auprès des écoles, auprès des crèches, etc., de manière vraiment à sortir les gens d'un système où ils étaient quelque part un peu parqués pour pouvoir les amener dans de la vie économique. Tout ça, ça a un vrai sens. On parlait tout à l'heure aussi des fondations. La fondation Poma aussi, elle tourne autour de cette inclusion, autour de ces choses sur une forme de mécénat de compétences où c'est l'implication des hommes et des femmes de l'entreprise par rapport à une vraie donnée qui a du sens. Et le Global Compact, quand on rentre dans ces sujets-là, les 17 ODD, oui, c'est inspirant. C'est une vraie méthode. Alors, on n'est pas obligé de tout faire. Nous, on a choisi un certain nombre parce qu'on ne peut pas faire les 17 de front. On en a choisi 6 en particulier. Et oui, c'est pas que l'environnement, loin s'en faut. Il y a bien aussi d'autres choses à faire. L'homme et la biodiversité. Enfin, nous, notre avenir d'homme, d'humain est important. Oui, parce qu'on voit bien l'évidence en matière de lutte contre le changement climatique, contre le réchauffement, avec le transport vertueux qu'est le transport par câble. Mais effectivement, cette approche sociale était peut-être moins évidente. Et du coup, c'est bien de l'expliquer. Ça veut dire concrètement, sur place, à Medellín, Poma aide des associations de quartier, aide à l'éducation des enfants, c'est ça ? Oui, absolument, oui, tout à fait. Et on a fait
des choses extraordinaires avec en particulier des gens de la Villeneuve, par exemple, Ma Chance Moi Aussi, avec d'autres associations pour justement mettre en contact tout ce qui est ces développements de jeunes face à une ouverture sur un monde qui est finalement le globe et qui est notre monde d'aujourd'hui. Donc en faisant des échanges de classes, mais en faisant des cahiers qu'on redistribue d'ailleurs dans les hôpitaux et autres. Enfin voilà, c'est des choses concrètes en tout cas. C'est ça. Qui permettent vraiment de donner du sens à des gens qui s'impliquent dans la vie. On parlait de Glénat tout à l'heure, c'est un peu pareil. Enfin, on a tous autour de Petzel, etc., de nos sociétés, finalement, un vrai sens que l'on donne. Et c'est vrai que le Global Compact, quelque part, nous a vraiment permis de gagner du temps parce que c'est des choses qui sont réfléchies et qui sont partagées tout autour du monde avec des grands leaders, mais des grands leaders qui ont su déployer jusque dans toute l'économie, en tout cas, des vraies idées. Oui, c'est aussi une méthode finalement, Laurence, ce pacte mondial. Eh bien, en fait, j'ajouterais que les ODD, quand on parle ODD, on parle tous le même langage. Donc on est tous d'accord. Quand on dit lutter contre la pauvreté, donc créer des emplois, on est d'accord. Et ce soit, là, maintenant, avec ma casquette de dirigeant d'entreprise, quand on discute avec les clients et qu'on explique, par exemple, de nous utiliser, nous, pourquoi ? Parce qu'on crée des emplois sur les territoires en France, etc. Ça met tout le monde d'accord et on peut dérouler tous les ODD ainsi. On peut pas... Voilà, il y a un alignement pour tout le monde. Alors, je ne l'ai pas dit, Laurence Capossel, mais vous êtes aussi la co-dirigeante de Setup, cette entreprise basée dans la livraison longue distance, basée à Saint-Jean-de-Moiran. Et la RSE, finalement, dès la création de l'entreprise, s'est imposée. Alors, je ne sais pas si elle s'est imposée. En tout cas, elle était en nous. C'est-à-dire, nous sommes deux associés. Elle est en nous dès l'origine. L'entreprise, effectivement, a 35 ans. Et depuis toujours, on a voulu créer des emplois sur notre territoire national. Et on a voulu essayer de transporter le plus proprement possible. Alors, je le dis à chaque fois, effectivement, 92, donc il y a 31 ans en arrière, on a acheté notre premier véhicule complètement décarboné, qui était un véhicule au gaz. On a effectivement, on porte autant l'humain que l'environnement à nouveau chez Setup, et on a créé des emplois donc sur le territoire national, et on continue. Tous nos pilotes, ce sont nos chauffeurs, ils sont tous en CDI de droit français, ils font partie de notre organisation, et tous nos véhicules sont des véhicules, alors pour les véhicules thermiques Euro 6 de dernière génération, puisqu'on émet moins de CO2. Nos pilotes sont tous formés à l'éco-driving, ils sont mesurés, ils sont performés. On a une vraie volonté depuis l'origine. C'est dans notre ADN. Bon, ce qui fait d'ailleurs que Setup a été nommée ambassadrice de ce pacte mondial pour l'Isère. Oui. C'est vrai qu'il y a... Puis personnellement, le Global Compact et les 17 ODD sont, à mon sens, la solution pour beaucoup de choses. Bon, alors ce pacte, il est aussi, je le disais, un outil pour accompagner ceux qui s'engagent, et notamment ceux qui n'ont pas de connaissances particulières. Vous le disiez, une TPE peut très très bien adhérer au pacte mondial, et il faut l'accompagner. C'est l'objectif du cercle que vous créez ici à Grenoble. Effectivement, donc, comme on le disait, toute entreprise, quel que soit son cœur de métier, quelle que soit sa dimension, peut intégrer le pacte mondial. J'osais dire, c'est assez simple. Il suffit de faire le dirigeant de l'entreprise ou la dirigeante fait une lettre d'intention. La lettre d'intention part à New York, au siège à New York. On voit effectivement l'entreprise, comment elle se positionne, quelles sont ses ambitions par rapport à ses objectifs et puis aux 10 principes. Et puis ensuite, si c'est validé, on intègre. Alors, on intègre Paris, bien évidemment. Et là, on vient d'ouvrir le cercle à Grenoble. Et effectivement, on a fait ce choix de décentraliser Paris, puisqu'il y a de plus en plus d'entreprises adhérentes et que toutes les entreprises ne peuvent pas non plus monter à Paris. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent en conf call, il y a beaucoup de conférences, il y a en visio, mais il y a quand même ce besoin de se retrouver. Et donc à Grenoble, on va lancer le 23 mai, on lance officiellement notre premier cercle, notre première réunion qui s'adresse aux adhérents. Et ce sera notamment, le sujet sera l'ODD numéro 5 sur l'égalité entre les sexes. Puisqu'il y a un vrai sujet au sein des entreprises
Voilà, le là-dessus. rendez-vous est pris pour les adhérents en mai. Et puis ceux qui veulent adhérer peuvent toujours contacter Voilà. le cercle pour avoir les démarches. Jean? Ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'effectivement, c'est un engagement, c'est ce que tu as dit, puis il y a un suivi annuel, finalement, d'où on avance. C'est-à-dire qu'il n'y a que ce qui se mesure, finalement, qui permet de progresser. Donc, dans la méthode, c'est quelque chose de puissant. Alors effectivement, ensuite, on doit faire une COP, c'est notre communication sur le progrès toutes les années, qui est en lien avec les 17 ODD, et les entreprises montrent leurs actions et montrent leurs objectifs et leurs résultats. Voilà. Et ce qu'on retrouve au pacte, et c'est, comme je vous le disais, ce sont autant des conférences que des ateliers de travail, des accélérateurs. Il y a un accélérateur qui fonctionne très très bien, qui est un accélérateur pour les PME. Ça dure sur 8 mois, c'est des sessions toutes les 6 semaines à peu près, et on y retrouve aussi pas mal de TI. Donc voilà, ça c'est riche en informations pour progresser. Merci beaucoup. Merci pour Laurence et Jean d'être venus nous présenter ce pacte mondial, une démarche évidemment qui a de l'intérêt parce qu'elle est aussi collective. Merci beaucoup. Innovalet, une pépinière décidément très fertile. Créée il y a seulement 2 ans, la start-up Contact vient de présenter son application destinée à aider les entreprises à organiser leur évacuation d'urgence. L'idée vient de 2 ingénieurs grenoblois, 2 frères, qui ont eu l'idée de simplifier des procédures parfois mises à mal par le stress, des alertes, ou bouleversées par les nouvelles organisations du travail. Reportage. Pas d'inquiétude, personne n'est blessé. Il s'agit d'une simulation d'évacuation d'urgence réalisée dans les bureaux de BGN Genetics pour tester l'application Contact, une application créée par 2 jeunes frères grenoblois. Contact, c'est la première application mobile pour accompagner les entreprises et tout établissement recevant du public dans la gestion de crise et notamment les évacuations d'urgence. Aujourd'hui, on sait que 75% des entreprises ne traitent pas ou du moins traitent que partiellement le sujet des évacuations d'urgence. En plus de contenir des informations essentielles pour les pompiers, l'application apporte de la traçabilité et de la conformité vis-à-vis de la loi pour les dirigeants. On voit que les zones sont bien évacuées. Ensuite, on voit les personnes qui ont évacué. Et puis enfin, si on revient, on voit la to-do list, la fiche réflexe de l'évacuation. Et de là va se générer un rapport automatique de l'évacuation avec toutes les données qui auront été collectées pendant l'évacuation. L'avantage de l'application, c'est que du coup, ça nous permet aussi d'être moins stressés en tant que responsable d'évacuation et aussi de Serfil. Ensuite, je trouve que ça permet aussi d'organiser les choses. C'est un peu moins, fouillé quand on évacue. On a certaines zones attribuées. Et moi, je dois vérifier que les bureaux du fond, on en a 3, sont vides. Et ensuite, je remplis l'application et je peux sortir. Lounis et Ilyes Lacal ont grandi dans le quartier grenoblois-Elbronner. Ils ont été primés plusieurs fois, notamment dans le concours Talent des cités BPI, qui récompense chaque année des entrepreneurs en devenir et en activité issus de quartiers prioritaires. Monter son entreprise avec son frère, c'est pas forcément donné à tous, si je peux dire. En fait, c'est tout simplement un rêve d'enfant. On est tous les 2 ingénieurs de formation, on a tous les 2 fait des écoles d'ingénieurs. On est hyper complémentaires sur le profil. Forcément, il y a des hauts, il y a des bas, mais on prend que le positif. Pour profiter des services de Contact, il faudra payer un abonnement. Le tarif dépendra de la taille, des zones à sécuriser et de l'activité de l'entreprise. Et dès cette année, Lounis et Ilyes Lacal espèrent convaincre une quinzaine de clients et visent un chiffre d'affaires de 500 000 €. Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Vous le savez, pour cela, écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. Aujourd'hui, Étienne veut des précisions sur les puits de carbone, Alain. Alors, les puits de carbone. Alors, on parle de puits de carbone parce qu'il y a trop de carbone. On émet tous collectivement beaucoup trop de carbone, notamment dans les pays industrialisés. Donc, les puits de carbone, c'est une façon de se débarrasser du carbone. De façon industrielle et artificielle, on n'a pas encore vraiment trouvé le chemin. En revanche, il y a des puits de carbone très puissants, naturels, qui existent, qui ont un peu tendance à se saturer, mais qui existent. Donc il faut à la fois le savoir et en même temps limiter nos émissions. Quels sont-ils? La mer déjà, les océans. Voilà, les océans sont un gigantesque puits de carbone et la trace de l'absorption du carbone par les océans, c'est l'acidification des océans. Bien évidemment, on a tous plus ou moins appris ou entendu parler de la photosynthèse. Donc, des forêts, des plantes, etc., qui absorbent du carbone pour créer ce phénomène de chlorophylle, de photosynthèse. Donc les forêts sont des absorbeurs de carbone. Et puis ce qu'on sait moins, ce qui vient moins naturellement à l'esprit, au moins dans nos contrées,
c'est que la toundra, par exemple, est un très puissant absorbeur de carbone parce qu'en fait, il y a beaucoup de végétation et que cette végétation se fait dans un environnement qui est très plat, très lisse et finalement peu émetteur de carbone. Donc, on a tous ces dispositifs naturels sur lesquels il ne faut pas non plus nourrir trop d'ambition parce que la saturation est peu lointaine. Et on réfléchit actuellement dans le monde, je crois, pour des puits de carbone artificiels qui viseraient à capturer le carbone et à souvent le réinjecter dans le sol pour pouvoir de nouveau un peu se solidifier et alléger l'atmosphère du carbone et des gaz à effet de serre. Voilà. Donc c'est un vrai sujet. Merci, sachant que la meilleure façon, c'est de ne pas le produire ou d'en produire un minimum. Merci en tout cas pour ces indications. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpedécideur@telegrenoble.net. De Crans-Montana en Suisse, à Serre-Chevalier dans les Hautes-Alpes, les stations de montagne ont leur vitrine. Elle s'appelle Altus. En 16 ans, ces magazines sont devenus une référence dans tout l'arc alpin avec 13 éditions, 170 000 exemplaires et 1,5 million de lecteurs. Altus complète sa collection d'ailleurs en arrivant en Isère, à l'Alpe d'Huez et aux Deux-Alpes. Et pour en parler, nous accueillons Alain Poncet, le président de Grands Espaces des éditions Altus, et Roland-Claude Durand-Terrasson. Bonjour. Bonjour Christophe. Roland-Claude, le directeur des éditions Altus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alain Poncet, Grands Espaces, c'est en fait une société de communication, une société d'édition basée en Savoie. Tout à fait, depuis 2001, l'année de création. Et depuis cette période-là, on multiplie les supports. Au démarrage avec de la radio, ensuite avec un premier magazine sur le golf à Courchevel, puis un deuxième magazine, le rachat du titre Altus quelques années après, et aujourd'hui pour arriver à être présent dans 13 éditions et 28 stations de sport d'hiver des Alpes suisses, avec Crans-Montana, si je vous les fais toutes les unes après les autres, on va essayer de les prendre dans le bon sens. Attention, Crans-Montana, Verviers, Chamonix, Morzing à Mauriac, qui est le même magazine, Megève. À Megève, où également on a un magazine qui s'appelle La Tribune de Megève qui sort 4 fois par an. Ensuite, on passe en Savoie avec Val d'Isère, Courchevel, Méribel, la vallée des Bellevilles, Val Thorens, Les Menuires, Saint-Martin-de-Belleville. Ensuite, on vient dans le département de l'Isère avec Alpe d'Huez et les Deux-Alpes. Et on finit avec des Hautes-Alpes avec Serre-Chevalier, Briançon. On a tout l'arc alpin, effectivement. Alors, c'est aussi une régie publicitaire qui vise essentiellement les marchés haut de gamme, les marchés du luxe. Oui, on est positionné haut de gamme, dans des stations plutôt haut de gamme. Et on fait le bonheur des touristes quand ils viennent, où ils ont le plaisir à un moment ou à un autre. Le rythme de vie n'est pas le même. Et quand on est dans le chalet, à l'hôtel ou dans l'appartement, il est sympathique de prendre un moment de détente pour regarder ce qui se passe. Et Roland le dira en plus que tout à l'heure que moi, où vous parlez de la montagne, de la gastronomie, de la nature. Tout a commencé par la radio. Pourquoi en venir au print ? Parce qu'on en avait marre de vous voir. Au démarrage, on a commencé la radio ensemble. Heureux de vous revoir. Pourquoi venir au print ? Parce que voilà, on travaillait tous les deux en radio sur les Alpes, Savoie, Haute-Savoie avec le réseau Nostalgie. Ensuite, Radio Courchevel. Et puis, c'est un effet d'opportunité, finalement. Voilà, le fait qu'on nous demande de faire un magazine sur le golf à Courchevel. Ensuite, la possibilité d'en créer un autre. Et puis, on nous a demandé de faire Courchevel Prestige. On l'a fait. Et après, on a continué à créer ce titre, développer ce titre. Et puis, en faisant quelques éditions déléguées en parallèle. Alors, ce magazine Altus, on va en parler. On va voir quelques images. Roland-Claude, c'est vous qui pilotez la réalisation de ces éditions. Je le disais, 13 éditions qui couvrent beaucoup plus de stations. Oui, bien sûr, parce que nous nous intéressons aux vallées, bien sûr. Quand on est à Chamonix et sa vallée, forcément, on couvre tout l'axe avec Saint-Gervais jusqu'à Valorcine. Quand on est dans la magnifique vallée des Bellevilles, on est sur Val Thorens, mais aussi les Menuires et Saint-Martin. Et, vous voyez, donc on essaie de parler un peu à tout le monde. Et c'est d'ailleurs un vrai bonheur, parce que nous avons la chance, nous, d'être sur des régions, des zones où tout le monde est d'accord sur un point. On est heureux d'y vivre et on est heureux d'y aller. Et ça fait toute la différence, voyez-vous, parce qu'il y a une forme d'unité qui se retrouve dans les stations de sport d'hiver. Eh bien, nous, simplement, nous apportons à ceux qui sont là
quelque chose d'intéressant à lire parce que on continue à produire de la lecture au fond. Et ça n'est pas rien de le dire parce que je vous promets qu'aujourd'hui, quand on fabrique de bons contenus, de beaux contenus bien sûr, mais de bons contenus, on garde son lecteur. Nous sommes, l'anti-clic. Le clic, c'est une fraction de seconde. Nous, on va un peu plus loin et on est plus confortablement installé en général quand on lit un article sur nos magazines. Et en général, quand on y est bien installé, on y reste. Oui, puis c'est des magazines, ça fait quoi, plus d'une centaine de pages, hein, donc oui, effectivement, il y a beaucoup de choses à lire dedans. On va découvrir ça dans un instant, de vrais magazines, je le disais, avec de la publicité, certes, mais du vrai contenu rédactionnel. On va feuilleter en détail ces magazines avec ce reportage de Mirko Pesci. Des reportages, des rencontres et des photographes de renommée, depuis 16 ans, Altus est la référence des magazines gratuits des stations de l'arc alpin. Et aujourd'hui, il s'installe en Isère dans les stations des Deux Alpes et de l'Alpe d'Huez. Lucie est la rédactrice en chef, elle coordonne la fabrication du magazine avec toutes les équipes. Altus, c'est un magazine gratuit en station, mais qui est conçu comme un vrai magazine de kiosque, c'est-à-dire avec des vrais sujets éditoriaux qui sont bâtis avec un véritable angle, qui sont le fruit de recherches, d'interviews d'experts. Je pense que ça prend à peu près 6 mois de maturation entre le moment où on décide des sujets et le moment où ils sont réalisés par nos journalistes. Donc c'est des mois d'investigation sur le terrain, d'interviews. Après la réception des articles et des photos, le contenu est envoyé au graphiste qui décide de la mise en forme et du choix des images. Le choix de la couverture est souvent l'exercice le plus délicat d'un graphiste. Le travail sur les couvertures, c'est une grosse réflexion parce que c'est notre vitrine. Nous, en tant que graphiste, on voit l'ensemble des photos de tous les articles. On va le mettre en page, on va faire des fausses couvertures et les présenter au reste de l'équipe. En fait, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'est une bonne couverture ou pas. L'avantage de travailler sur ce qu'on appelle des projets print, c'est d'avoir à la fin le magazine entre les mains et de pouvoir le feuilleter. Et voilà. Altus dédie 13 magazines à la montagne et couvre 28 stations en France et en Suisse. Le magazine est édité, commercialisé et distribué par Grand Espace, une société de communication et d'édition. Dans Altus, on parle de sujets variés. Donc ça peut être des sujets ski, évidemment, des sujets sport, les personnalités de la station, les sportifs, les gens qui comptent sur place. On rencontre toujours des personnes passionnées dans leur domaine et qui ont toutes énormément de choses à dire, que ce soit un chef étoilé ou un sportif accompli. Et tous, en fait, ont un lien très très fort avec leur région d'origine, avec leur territoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me marque, la manière dont la montagne inspire les gens, quel que soit leur domaine d'activité. Chaque hiver, 1 500 000 vacanciers lisent les magazines. Pour lire les nouvelles éditions de l'Alpe d'Huez et des Deux Alpes, rendez-vous en ligne ou en station. Oui, c'est effectivement la nouveauté, hein, le numéro de l'Alpe d'Huez et des Deux Alpes. Avant cela, moi je suis quand même étonné, 6 mois de travail pour sortir un magazine? Oui, en effet. Alors c'est 6 mois à partir du moment où on commence à réfléchir à des sujets et le moment où on a fini de les écrire. Mais en fait, c'est beaucoup plus parce que nous commençons à réfléchir à nos sujets en décembre. Nous décidons des sommaires en janvier pour l'hiver suivant, évidemment. Pourquoi? Tout simplement parce que si on a des sujets d'hiver, il faut faire des photos d'hiver. Et il faut évidemment voir les personnes durant la saison d'hiver. Donc voilà pourquoi ce travail est long, intéressant, passionnant même d'ailleurs. Et voilà pourquoi il faut tout ce temps pour arriver après une commercialisation nécessaire, parce que ça n'est pas un gros mot de vendre de la publicité. C'est ce qui permet justement d'agglomérer tous ces articles les uns avec les autres. Et nous arrivons en décembre dans une livraison sur toutes les stations. Oui, et arriver avec un produit qui est gratuit. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur, mais ça veut dire que le lecteur peut l'avoir gratuitement. Alors c'est une gageure aujourd'hui que de réussir, comme l'a très bien dit Lucie Pals, à fabriquer des contenus d'un niveau de magazine de kiosque en l'offrant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut vendre la publicité autour. Mais la réalité, c'est qu'au départ, vous avez une production de contenu qui est importante, qui est d'ailleurs chère à fabriquer, mais en tout cas qui est passionnante. Et pour vous donner une petite idée, dans un magazine comme les nôtres, vous avez environ 7 articles de fond auxquels se rajoutent évidemment beaucoup de news, des guides, quelques publics rédactionnels évidemment. Et tout ça fait que je reviens à ce bon moment passé. Vous savez, on s'installe dans un magazine comme on pourrait s'installer devant une bonne émission à la télé. Et on est dans un beau moment passé.
nous avons cette chance. Nous donnons des bons moments à nos lecteurs. Bon, alors il y a des équipes, on l'a vu, on les a vus, des rédacteurs, graphistes, évidemment des photographes et même des traducteurs, puisque tous ces magazines sont traduits évidemment en anglais. C'est indispensable. Et même des relecteurs, puisque nous payons ce luxe-là. C'est vrai que, encore une fois, ça n'est pas facile en 2023 de faire de l'édition comme on la faisait il y a encore 20 ans, c'est-à-dire en prenant le travail de bout en bout, un travail journalistique tout d'abord, un travail de graphisme ensuite, un travail technique, en effet, de traduction, de relecture. Et enfin, parce qu'on n'en parle jamais, mais c'est un vrai travail aussi, un vrai travail de distribution, puisque nous intégrons la distribution partout sur les stations. Alain, depuis quelques mois, du coup, il y a les deux petits nouveaux, donc Alpe d'Huez et Deux Alpes. Ça a été là aussi une opportunité de développement. Oui, c'était une opportunité quand Café des Sports a souhaité vendre son titre. Nous étions présents donc sur une partie des Alpes et de l'autre côté des Alpes, mais il nous manquait une pièce entre les deux de départements importants comme l'Isère. On n'avait pas souhaité l'être avant parce que ça ne servait à rien d'être plusieurs sur le même site et ça n'apportait rien. Et on a saisi cette opportunité, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est le seul magazine à pouvoir faire une offre sur l'intégralité des Alpes. Alors, pour nos annonceurs et puis pour les lecteurs, puisqu'il y a quand même pas mal de gens qui passent d'une station à l'autre. Et donc, on reste dans leur aventure et dans leur plaisir des montagnes. Bon, j'imagine que pour les annonceurs, enfin pour vendre de la publicité, c'est aussi un argument essentiel que d'avoir l'ensemble de l'arc alpin. Il y a un interlocuteur avec un produit qu'on peut reconnaître de qualité, avec une cible bien déterminée. Donc ça satisfait bien évidemment tout le microcosme. Puis Roland, il y a eu aussi Altus Home. Alors Altus Home est né d'une période que nous avons tous vécue de manière différente, le confinement. Alors c'est vrai que pendant le confinement, on s'ennuyait tous un petit peu quand même. Et comme nous, on avait une force de vente, des équipes de rédaction qui étaient là et qui ne savaient plus ce que nous devions faire. Je vous rappelle que nous étions dans cette période, dans cet hiver 2020-2021 où les stations étaient ouvertes, les remontées mécaniques fermées. C'était très particulier. Nous avions, nous, sorti certains magazines, mais pas tous. Et là, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Alors, comme quoi, parfois, ça a du bon de s'arrêter et réfléchir, puisque nous avons eu le souhait de faire un magazine de déco, en se disant que, évidemment, ça aurait du sens compte tenu de l'arc alpin et de sa distribution. Et puis, nous avons découvert, en le décidant, que nous avions aussi les expertises en interne. Et nous avions les personnes qui connaissaient bien la déco, particulièrement la déco haut de gamme de montagne, mais c'est vrai aussi belle déco de la vallée et des tourismes de lac. Et voilà comment est partie cette affaire. Aujourd'hui, nous sortons 2 Altus Home par an, un l'été et un l'hiver. Et ça fait rêver, de très très belles images, de très très beaux décors, architecture et déco, un très 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 beau magazine. C'est un magazine qu'on a plaisir à prendre en main, d'ailleurs vous le dites. Un magazine, c'est 11 prises en main en moyenne. Et vous appelez ça un magazine de garde. Et oui, tout simplement parce que, comme je le disais, nous sommes l'anti-clic. Là où vous pouvez aller suivre une info, voire même un article sur Internet, et parce qu'on sait bien que lorsqu'on va lire quelque chose sur Internet, en général, on va pas forcément très loin. Il faut que ce soit des informations extrêmement courtes. Nous sommes le contraire. C'est toujours un bon moment, un moment en général de détente. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Les magazines, ils s'en vont. Et ils s'en vont des stations. Et vous l'avez constaté, quand on a un bel objet entre les mains, on l'emporte. Et surtout, on l'emporte chez soi pour une raison extrêmement simple, c'est que chacun est fier de montrer qu'il est allé dans sa station de cœur. Et où que ce soit, je peux vous dire qu'on retrouve des magazines des stations, et les magazines Altus évidemment, parce que vous avez le beau nom de la station qui est écrit en toutes lettres. Et ça fait toute la différence. Et ça rappelle des souvenirs, évidemment. Alain, le print n'est pas mort. Alors on peut aussi consulter les magazines sur Internet. Il y a aussi la formule numérique. Mais l'idéal, c'est quand même de les avoir en main et pouvoir se plonger dedans de temps en temps. Pouvoir allier un bel objet avec de la lecture et intéressante, c'est... Ouais. Et l'expression, je trouve, magazine de garde est intéressante parce que tous les beaux magazines, gratuits ou payants, que l'on apprécie, on a tendance à les garder parce que c'est autant de sources d'informations finalement dans la durée, puis autant d'objets qu'on aime manipuler. Donc il y a presque un côté tactile, charnel, je trouve, avec un beau magazine.
C'est ça, et on peut rajouter qu'effectivement, il apporte un plaisir de montrer qu'on a lu, ce qui est tout le contraire, effectivement, d'un outil numérique où on a presque parfois un peu honte de montrer qu'on est en train de lire. C'est à peu près tout le contraire. Mais alors, vous l'avez très bien dit, Christophe, nous sommes sur les réseaux, nous sommes évidemment en lecture data, c'est bien la moindre des choses, et nous sommes sur les réseaux sociaux. Allez, à découvrir en station, Altus, Deux Alpes, Alpes d'Huez, et dans bien d'autres stations à découvrir sur Internet et puis à se procurer ensuite en station. Merci beaucoup Roland-Claude, merci Alain. Merci Christophe. Merci d'être venu nous voir à la Deniso. Merci d'être avec Christophe. nous chaque mois. Merci. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr revoir Alpes Décideurs sur Internet, télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.